Bonjour, je suis naturopathe, réflexologue et médium sur Nîmes. Je m'appelle Annick Gisquet. Vous pouvez me joindre au 07 82 34 88 60. Je fais certaines séances à distance et d'autres à mon cabinet. Alors aujourd'hui, je vais témoigner des différents abus que j'ai subis au cours de ma vie. Pour aider les victimes à oser porter plainte ou au moins poser une main courante, même s'il y a prescription, et débloquer leurs paroles. Parce que ce qu'on ne verbalise pas nous consume. Et cet après-midi, je vais porter plainte donc contre mes multiples agresseurs parce que je n'ai jamais eu le courage. Alors, je commence par quoi? Le premier s'appelait Jean-Louis Loze, de Saint-Marcet. Je crois qu'il est né à Saint-Marcet, dans le 31 800. Il a abusé sexuellement de deux de mes sœurs et de moi quand on était enfant. En fait, on avait des toilettes qui faisaient aussi salle de bain, où la baignoire et le lavabo et les toilettes étaient vertes, je m'en souviens, malgré mon jeune âge. Et donc il fermait jamais la porte des toilettes, et quand je rentrais qu'il était en train de pisser, je refermais la porte aussitôt et il me disait « Ah non, c'est toi Annick, rentre, rentre ». Et en fait, régulièrement, hein, donc ça s'est reproduit plusieurs fois, il prenait ma main pour se branler avec. Voilà. Chose que j'ai oubliée pendant des années, je souffrais d'amnésie traumatique. Et quand j'ai eu les règles, ça a été le déclencheur qui m'a fait me souvenir de tout. Et toutes les nuits, je faisais des cauchemars où je revoyais la scène. Et mon cerveau a mis des années à accepter que ça s'est vraiment passé. Je refoulais complètement, j'étais dans le déni. Mais toutes les nuits, je revoyais exactement cette scène-là. Et ça ne voulait pas partir. Et je savais que mon cerveau voulait que j'ose en parler, et que tant que j'en parlerai pas, ça continuerait à m'envahir comme ça. Les démons du passé. Et donc à 18 ans, je vais souffrir d'une autre, on peut dire semi-agression sexuelle, parce qu'il n'est pas allé loin. Et en même temps, je vais oser parler et de celle-là et de l'autre à ma mère. À noter que quand ça s'est passé, ça, on vivait peu après ça, quand j'étais petite, donc, que j'avais 5 ans et demi, on a vécu dans un climat de terreur avec ma mère, parce qu'il lui cassait la gueule régulièrement, parce qu'elle voulait le quitter. Elle avait acheté une grande villa magnifique. Il a d'abord essayé de me kidnapper, parce que je voulais un tambour quand j'étais petite. Et sous prétexte qu'il allait m'acheter le tambour, il a failli m'embarquer dans la voiture. Je ne sais plus comment ma mère l'a empêché de me kidnapper. Je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'à 18 ans, quand j'ai osé en parler, que je l'ai su pour mes sœurs. Mais en fait, à mes sœurs, il leur faisait croire que il leur apprenait à conduire, il les prenait sur les genoux en conduisant dans sa voiture. Et pendant ce temps, il leur caressait les seins et le sexe. Et plusieurs fois, ils se sont réveillés la nuit, il était au-dessus du lit. Elle ne savait pas ce qu'il avait fait non plus pendant qu'elle dormait. Donc je pense que là aussi, il abusait d'elle. Alors je me souviens pas qu'il soit allé jusqu'au bout, jusqu'à la pénétration, je ne sais pas. Peut-être que mon cerveau a occulté aussi. Et ce mec-là, un jour, quand ma mère, une énième fois, a voulu le quitter,
Elle a appelé les flics pour la énième fois et ils lui ont dit, écoutez, vous l'avez pas encore quitté cet homme, alors la prochaine fois qu'on se déplacera, ce sera pour vous récupérer dans un sac en plastique. Et donc une énième fois où elle a essayé de le quitter, et cette fois ce sera la bonne. C'était un chasseur, il a carrément pris la carabine et il a essayé de tuer tout le monde à la carabine, toute la famille. Il nous a canardés dans la villa. Il y avait des balles enfoncées dans les tableaux. On avait le tableau d'une licorne dans la chambre. Il tirait des balles dans la chambre. Ma mère était cachée sous le lit et moi derrière la porte rabattue, ou l'inverse, je sais plus. Et lui, il tirait des balles. Il y avait encore ma grand-mère et mon cousin qui étaient vivants à ce moment-là, qui étaient dans la maison. Il avait mis du sucre dans le réservoir de la voiture pour que ma mère ne puisse pas s'échapper. Je ne sais pas si c'était le même jour ou quelques jours avant. Bon, en tout cas, on a réussi à prendre la voiture. Et il nous a fait une course-poursuite, comme dans les films, incroyable. Il nous a fait une queue de poisson. Ma mère, elle n'a pas réussi elle n'a pas eu le temps de remonter la vitre. Et il a commencé à l'étrangler. Elle est passée de plusieurs couleurs. Elle a commencé à s'étouffer sous nos yeux. Je ne sais plus où était ma grand-mère à ce moment-là. Je ne sais pas si elle était rentrée chez elle. Je ne me souviens pas qu'elle était dans la voiture. Mais il y avait mon cousin, moi et mes sœurs dans la voiture, tous spectateurs de mon beau-père qui essayait d'étrangler ma mère. Et je me souviens que mon cousin Sébastien, il avait du pain dans les mains. On avait acheté le pain le matin. Et il lui a cassé les flûtes sur la tête. Bon, dans des états comme ça, on fait des choses qui n'ont pas de sens. Évidemment, les flûtes de pain ne lui ont rien fait sur sa tête. Et ma sœur Sonia a trouvé une bombe lacrymogène dans le sac à ma mère. Elle lui a vidé la bombe dans les yeux. Il avait les yeux tout rouges, il pleurait, mais il continuait d'étrangler ma mère. Et je ne sais plus comment elle a réussi à repartir en voiture. Et c'est là qu'on a déménagé dans un quartier pourri à Castres. Plein de racistes, des rebeux racistes, qui me traitaient de sale française, qui me massacraient. J'ai subi le harcèlement scolaire aussi. Et ma mère, elle en avait marre que j'aille pleurer dans ses jupons, alors elle m'a inscrit au Kobushi Karaté. Je faisais du karaté. Pour pouvoir casser la gueule à mon tour à tous ceux qui m'avaient cassé la gueule avant. Et en fait, après cet épisode, ces épisodes, quand j'avais 5 ans et demi, je me souvenais que du fait qu'il essayait de tuer toute la famille et tout, parce qu'on en parlait souvent avec la famille, mais je me souvenais plus qu'en plus, il me forçait à le branler régulièrement. Et c'est quand j'ai eu 11 ans, quand j'ai eu mes règles, que tout m'est revenu. Toutes les nuits, je rêvais de la scène où je le branlais, avec sa main sur la mienne. Et je savais que, ouais, tant que je dirais rien, ça me hanterait toutes les nuits. Voilà, à 18 ans, un autre beau-père alcoolique, André Trinidad, de Villardonnel. Lui, je me suis endormie avec un maillot de bain 2 pièces noires avec une doublure couleur chair sur les chaises longues d'une autre maison qu'on a eue. Mais elle appartenait à André cette fois. Et quand je me suis réveillée, j'avais chopé un coup de soleil. Ma mère et André aussi prenaient un bain de soleil. Ma mère aussi, elle s'est endormie. Elle était en dépression. En plus, elle buvait l'apéro. Et c'est incompatible avec les cachets qu'elle prenait pour la dépression, l'alcool. Et donc, elle est montée à la chambre
pour dormir. Et moi, je suis allée dans la salle de bain qui faisait toilette en même temps, là aussi. On avait plusieurs lavabos dans la maison à Villardonnel. Et je me suis passé un coup d'eau de gants mouillés, d'eau froide pour me rafraîchir. Et je suis allée sur le canapé en cuir du salon, regarder la télé. Parce que le cuir c'est frais, donc quand on a un coup de soleil, ça fait du bien. Donc je suis restée en maillot de bain sur le canapé en cuir. Et donc il y avait cet André qui était tellement alcoolique qu'il s'était fait construire un bar carrément dans la maison avec des bouteilles géantes de whisky, de pastis et tout, à l'envers avec le distributeur et tout. Qui se sert un verre comme d'habitude, hein, comme il faisait à longueur de journée. Et qui commence à passer derrière moi, derrière le canapé qui était au milieu du salon. Et il me baisse une bretelle de soutif en rigolant. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais, André? Et il me dit, oh, je plaisante avec toi. J'avais 18 ans et il était avec ma mère depuis que j'avais 11 ans. Ça faisait quand même 7 ans que c'était mon beau-père. On fait pas ça à quelqu'un qu'on a quasiment élevé, quoi. Enfin, élevé, si on peut appeler ça élevé. Et d'ailleurs, ce mec, il avait les mêmes baladeuses. À un repas de Noël, il avait déjà caressé les cuisses à ma tante. Puis lui et ma mère, ils m'ont maltraité. Ils me traitaient de pute, de gitane, de pleine de mots, de grosse, de... Alors qu'à l'époque, j'étais mince. Hein, maintenant, je suis grosse, mais à l'époque, j'étais mince. D'ailleurs, j'ai commencé le sport, là. Je vais remaigrir. Je fais de la muscu dans l'eau. 5 heures, 2 fois par semaine. À la piscine. Je soulève mon poids à la barre et tout. Je fais la planche sur le dos en me servant que des jambes pour remuscler les jambes aussi. Voilà, c'est une sorte de muscu dans l'eau. Voilà. Je fais ça maintenant. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Enfin bref, on s'en fout. Et ce mec, oui, il avait déjà les mêmes baladeuses à toutes les femmes, enfin beaucoup de femmes du village. Il leur faisait pouette-pouette, un camion en leur touchant les seins, il leur mettait les mains au cul. Il y avait plusieurs femmes qui s'étaient plaintes de son attitude à ma mère, qui, je ne sais pas pourquoi, cette connasse, restait quand même avec lui. Et évidemment, un jour, il a essayé de s'en prendre à moi. Donc voilà, il me baisse la bretelle de soutif, il rigole, je lui dis ça va pas, non, et tout. Tu arrêtes tout de suite ton jeu, je sais pas quoi. Et puis il se resserre un verre quelques minutes après, et puis il recommence avec l'autre bretelle de soutif. Mais l'autre, je l'avais déjà remonté, moi. Et je lui dis, tu arrêtes ou je vais crier. Et comme ça, maman, elle va voir ce que tu es en train de faire. Et il m'a dit, de toute façon, tu peux crier avec les antidépresseurs qu'elle a pris et l'apéro qu'elle a bu, elle n'entendra rien. Là, elle est shootée. Hein. Tu peux toujours crier, ta mère, elle t'entendra pas. Et je lui dis, t'es sérieux, là? Tu comptes me faire quoi, en fait? Et oui, j'ai oublié qu'à un moment donné... Ouais, j'avais oublié ça. À un moment donné, il passe... il rentre, pendant que je suis dans la salle de bain chiotte, là, que je suis en train de me passer le gant d'eau mouillée sur le corps, il rentre pisser. Et je lui dis, tu pourrais au moins attendre que j'ai fini à la salle de bain, j'en ai pour 3 minutes avant de pisser, quoi, parce que ça se fait pas. Et il me dit, oh ça va, c'est pas comme si on se connaissait pas. On est de la même famille. Ah ouais, on est de la même famille et tu fais ça, connard. Donc il me dit, attends, je vais t'aider. Je lui dis, non, c'est bon. Il me dit, c'est bon, je vais t'aider. Et il me prend de force le gant mouillé que j'avais dans la main. Et là, il me passe de l'eau dans le dos et il passe sous mon bras pour me caresser le sein comme ça, avec le gant mouillé. Mais j'avais le maillot, hein, mais quand même, ça se fait pas non plus. Et je lui dis, tu fais quoi là? Je lui dis, mais t'es malade, qu'est-ce que tu fais là? Oh, ça va, t'es une adulte maintenant, il me dit. Et puis, ça restera entre nous. Ta mère, elle n'en saura rien. Puis, comme par hasard, sa fille, elle était handicapée des jambes. Hein, c'est pratique quand t'as un père abuseur, hein, d'être handicapé, il peut pas te toucher. Et ouais, il peut pas te toucher comme ça, si t'es en fauteuil roulant. Sa fille avait eu beaucoup de problèmes aux jambes. Elle avait été opérée, je sais pas quoi, elle était en fauteuil. Plus tard, elle va remarcher, mais quand elle sera adulte, je me demande si c'est pas lié à un père abusif, maintenant.
Ouais, j'avais jamais fait le lien avant, mais j'y ai pensé ce matin. Enfin bref. Donc voilà, il me rebaisse la bretelle, la deuxième bretelle du soutif quand je suis toujours sur le canapé. Et puis là, mon ex Didier Lasserre arrive à ce moment-là. Il frappe au carreau. Et je l'ai appelé Didier ce matin. Je lui ai demandé s'il s'en souvenait. Il s'en souvient. Vaguement, mais il s'en souvient. Et j'ouvre la porte. En fait, il m'a sauvé, quoi, parce que je pense qu'il allait me violer, lui aussi. Enfin, abuser de moi, quoi. Et je lui dis, tiens, Didier. Et en fait, mon ex-beau-père, André, il part presque en courant. Et Didier, il me dit, pourquoi il part en courant, ton beau-père, il s'est passé quoi, là? Je lui dis, viens, on se casse d'ici, je vais te raconter. Et je lui raconte ce qui vient de se passer. Et je lui raconte que juste avant aussi, j'ai été abusée sexuellement par un black à Nîmes qui se fait appeler, à Carcassonne, qui se fait appeler Daddy. C'était le colocataire d'un Zaïrois avec qui je sortais qui s'appelait Hippolyte Mikaïelou Pembele. Ce nom, ça s'invente pas, hein, il est tellement particulier que je m'en souviens encore. Donc un soir, bon alors j'avais une copine aussi à cette époque-là, ma meilleure amie de l'époque, elle s'appelait Marina, elle était blonde aux cheveux longs. Et elle me dit qu'elle a des envies suicidaires parce qu'elle vient de se disputer avec son mec, de rompre avec son mec. Et plus tard, en plus, elle va se réconcilier avec ce mec. Et moi, je dis à ma mère, vas-y, amène-moi. J'habite à Villardonnel, je lui dis, vas-y, amène-moi à Carcassonne. Il y a Marina qui me parle de suicide, je sais pas quoi, ça fait des années qu'elle est avec son mec. Je crois qu'il s'appelait William. Et en fait, elle me dit qu'il a largué, qu'elle veut mourir, je sais pas quoi. Ouais, non, tu te démerdes, t'as qu'à aller à un stop, tu te démerdes, j'en ai rien à foutre, je sais pas quoi. Et je suis allée à un stop. Bizarrement, un stop, il m'est rien arrivé. Et Marina, je lui dis, écoute, je viens te chercher, on va en boîte, on va se changer les idées. C'était un samedi soir, j'avais 18 ans. Et elle me dit, ok. Et donc, elle me dit, non, changement de plan, je suis plus chez moi, je suis à tel endroit, je sais plus quoi. Et j'arrivais plus à la joindre pour avoir l'adresse exacte d'où elle était. Donc en fait, j'étais à minuit, seule, à Carcassonne, dans la rue. Et là, je croise le colocataire de mon ex de cette époque-là. Donc Hippolyte Mikaïlou Pembele, avec qui je sortais, et son colocataire se faisait appeler Daddy. Et je savais rien de lui, de ce Daddy. Je l'avais croisé quelques fois, mais je ne le connaissais pas. Je crois que je lui avais même pas adressé la parole dans le passé. Et donc je lui explique que je cherche Marina, mais que j'arrive plus à la joindre, je sais pas quoi. Je crois que j'avais plus de batterie sur mon téléphone ou je sais pas quoi. Je lui dis, écoute, je peux monter chez toi pour recharger mon téléphone. Et, et voilà, je crois que c'était un truc comme ça. Et il me dit, bah écoute, je t'y amènerai en boîte et puis on dira à Marina de nous rejoindre, je viens avec toi si tu veux. Et on essaiera de joindre Hippolyte, on lui demandera de nous rejoindre. Voilà, c'était un truc comme ça. Je lui dis, ok. Il me dit, tu veux boire quoi? Je lui dis, ben un coca. Il me sert un coca et là, je me réveille. Je suis allongée dans un lit. J'ai les boutons du chemisier arrachés. Il est ouvert et lui, il sort et il enlève la capote. Et j'ai parlé de ça beaucoup plus tard à mon généraliste actuel. Et il me dit, je pense qu'il a dû utiliser la drogue du violeur. Je sais plus comment ça s'appelle, le GHB ou je sais pas quoi. Voilà, donc... et en plus, coup sur coup, quoi, comme fait exprès. Mon beau-père qui me fait ça juste après, quoi, quelques mois après. Quelques mois après, je fréquente Didier, et puis en même temps que je suis avec Didier, c'est mon beau-père André qui m'a fait ça. Et en fait, j'en ai eu marre parce que ça faisait 3 abus à cet âge-là déjà. Et je me suis dit, on dirait que ça va se répéter tant que tu vas pas le dire à ta mère. Et donc là, j'ai tout balancé à ma mère en même temps. Et là, ma mère m'a dit, purée, j'ai pas cru tes sœurs
quand tu étais petite, j'ai pas cru tes sœurs. Mais Jean-Louis a abusé aussi de tes sœurs. Je lui dis quoi? C'est pas possible. J'en avais jamais parlé à personne et je savais, et mes sœurs m'en avaient jamais parlé non plus. Mais on en avait parlé à ma mère et elle a cru personne, aucune de nous trois. Elle me dit, si tu avais osé me parler à cet âge-là de ce qui t'a fait Jean-Louis, j'aurais cru tes sœurs. Parce que tu n'étais pas au courant de ce qu'il avait fait à tes sœurs et tes sœurs n'étaient pas au courant de ce qu'il t'avait fait à toi. Donc si vous toutes, vous me racontiez qu'il avait abusé de vous, j'aurais été obligée de vous croire. Mais à tes sœurs, sur le moment, j'ai dit que c'était parce qu'elles étaient jalouses, que c'était pas leur vrai père. Elles étaient jalouses que je refasse ma vie. Alors elles essayaient de foutre la merde entre nous, comme si un mec qui lui pétait la gueule, il n'y avait pas déjà la merde entre eux, enfin n'importe quoi. Elle était déjà déséquilibrée, ma mère, avant tout ça, ça l'a pas arrangé. Mais bon, faut dire que mon père aussi lui foutait sur la gueule, il a passé sa vie en tôle. C'est un cassos lui aussi. Mon père, il a grandi en maison de correction. Enfin, à 14 ans, il est parti en maison de correction parce que son père lui cassait la gueule. Et à 14 ans, il a enfermé son père dans la maison et il a mis le feu à la maison. Il a essayé d'assassiner son propre père. Donc il a été en maison de correction. Et après, il a été un bandit toute sa vie. Il vendait des bateaux sur le port de Marseille qui n'étaient pas à lui, avec des faux papiers, je suppose. Il voulait des cartes bleues sur les parkings des grandes villes, là où il y avait du fric. Il volait les portefeuilles dans les parkings des voitures. Il braquait des banques aussi. Et il était soit en cavale, soit en prison. Il a fait ça, je sais pas combien, 20 ans d'affilée ou plus de 10 ans d'affilée. Je sais pas, je me suis pas amusé à compter, mais moi j'ai presque pas connu mon père. La première fois que je l'ai vu, j'avais 11 ans. Il est venu avec une 405 blanche volée et il n'avait pas le permis. Il a passé son permis beaucoup plus tard, vers 50 ans. Et mon père, il m'a abandonné à la naissance. En fait, quand ma mère était enceinte de moi, j'étais la 4e. Et mon père, donc, il était tout le temps en tôle ou en cavale. Il faisait déjà vivre l'enfer à ma mère, à qui il pétait la gueule régulièrement dès qu'il sortait de tôle. Et pendant qu'elle était enceinte de moi, elle a appris que sa maîtresse était enceinte de lui. Donc elle était enceinte de moi, et sa maîtresse à lui était enceinte de lui. Et en même temps, ma grande sœur Muriel, qui accuse mon père de l'avoir violée, de l'avoir sodomisée. Quasiment en même temps. Donc en fait, cet enfant, la mère, la maîtresse à mon père, elle l'a perdu. Et après, elle a eu Christelle, qui a presque mon âge. Et Christelle dira plus tard, sans connaître Muriel, que mon père l'a violée aussi, qu'il l'a sodomisée à sec, et qu'elle a carrément dû se faire opérer et subir une reconstruction de l'anus ou du rectum à cause du viol. Tellement c'était violent. Et qu'avec un pote à lui, mon père, il avait violé lui et un autre enfant, elle et un autre enfant, qui s'appelait, je sais plus, Julien, Guillaume ou Jonathan, je sais plus comment il s'appelait, il avait un prénom français. Avec un pote à lui en plus, il s'amusait à sodomiser des gosses, apparemment mon père aussi. Et donc, vu tout ce qui se passait, ma mère, elle a essayé de se foutre des aiguilles, de me tuer en fait dans son ventre, en se foutant des aiguilles à tricoter, pendant toute la grossesse. Et en plus, elle est tellement intelligente qu'elle me l'a dit toute ma vie, au cas où je l'oublierais. Il paraît que le corps n'oublie rien. J'ai été malade toute ma vie, chercher l'erreur. Je sais plus où j'en étais. C'est tellement dur d'en parler, sans pleurer.
Et, et à la naissance, je me suis retournée en siège au dernier moment. Mon thorax a été comprimé et au moment où je vous dis ça, j'ai le thorax qui brûle comme par hasard. Et mon cœur est passé en fibrillation ventriculaire. Je suis née noir-bleu. On m'a ranimée par choc électrique. Je pense que c'est ma première expérience de mort imminente, mais celle-là, je ne m'en souviens pas. C'est ma mère qui m'a raconté que le personnel médical lui a raconté que j'aurais fait un bond de presque 1 mètre quand ils m'ont mis les chocs électriques sur moi, que j'étais bébé. Ils lui ont fait une césarienne en urgence pour me sortir parce que j'avais sorti un pied par le vagin, alors que normalement on sort par la tête. Et mon thorax, il a été comprimé à ce moment-là. Et je pense que si j'ai fait demi-tour vers la source originelle matricielle du ventre de ma mère, que symboliquement je répéterai par des expériences de mort imminente en 2016, c'est que je savais ce qui m'attendait dans ce monde et je ne voulais pas l'affronter. Je ne m'en sentais pas capable. D'ailleurs, j'en veux toujours aux médecins qui m'ont sauvé la vie. À ce moment-là, si je ne voulais pas venir, il ne fallait pas me ressusciter. Peut-être que j'avais des raisons de ne pas vouloir venir. Peut-être que j'avais des raisons de ne pas vouloir venir. Parce que la vie qui va m'attendre plus tard sera presque que du désespoir, des ascenseurs émotionnels, des déceptions. Des abus en tout genre, des patrons, des hommes, parce qu'inconsciemment, le cerveau va vers les schémas qu'il connaît, les schémas d'abus. Et quand on a subi ça, on développe une hypersexualisation ou une hyposexualisation. D'ailleurs, après que je me suis fait violer par le black, par la drogue du violeur, là, à 18 ans, je couchais avec plein de mecs. Je les enchaînais un par semaine, comme pour m'anesthésier ou je ne sais quoi. Puis comme par hasard, j'ai commencé les pyélonéphrite. Juste après ce viol, cystite et pyélonéphrite à répétition toute ma vie. Après, ça m'a fait l'effet inverse. J'arrivais plus à... Enfin, c'est pas que ça m'a fait l'effet inverse, c'est que j'avais une hypersexualisation, mais ça me faisait mal en ayant des rapports sexuels. Et en plus, je revoyais la scène à chaque fois. Chaque fois que je couchais avec un mec, je revoyais mon violeur. Je me revoyais me réveiller alors qu'il enlève la capote sur moi. Et ça a duré des années, ça. Et avant lui, j'étais sortie avec mon grand amour de jeunesse, Christophe, pendant des années. Et j'avais 15 ans et demi quand je crois, ou 14 ans et demi, je sais pas, j'étais très jeune. Quand je suis tombée enceinte de lui, et ma mère, elle m'a pas laissé le choix, elle m'a fait avorter, en me traitant de pute. Donc je me suis fait avorter de Christophe. Je dirais pas son nom puisqu'il est encore vivant et voilà. Mais s'il lit cette vidéo, il se reconnaîtra. Et lui aussi, il a été traumatisé par cet avortement parce que déjà moi, pendant 2 ans, je pouvais plus voir un bébé sans pleurer. Les mecs, ils ont rarement des capotes sur eux, ils se responsabilisent pas. Ils baisent à droite à gauche sans réfléchir aux conséquences. Certains ont peut-être plein de gosses de partout. Sauf que c'est pas anodin de donner la vie. C'est une responsabilité à vie. Il faut en être capable.
Il faut être conscient qu'à chaque fois qu'on a une éjaculation, on peut donner la vie. Il faut se responsabiliser et sortir protégé, évidemment. En plus, avec Christophe, je sais plus si on mettait des capotes ou s'il éjaculait avant de sortir, mais on faisait attention. Mais je suis tombée enceinte quand même. Puis des années après, je l'ai revu, Christophe, et il était encore traumatisé par ça parce qu'il m'a dit « Tu te rends compte, notre enfant aurait 15 ans aujourd'hui. » Et moi, j'avais jamais envisagé ça comme ça. Je voulais pas penser à ce genre de choses pour pas me traumatiser encore plus de cet avortement. Alors je lis ce que j'ai écrit parce que j'ai sûrement oublié des choses. Ah oui. Et mon cousin, quand j'étais petite, qui a essayé de... Enfin, qui a cassé le pain sur la tête de mon beau-père Jean-Louis qui était en train d'étrangler ma mère. 3 ans après, il s'est pendu. Il s'est pendu à un arbre. Il s'appelait Sébastien Léon. Ma grand-mère, déjà, elle avait des dons. La veille qu'il s'est pendu, elle a rêvé qu'il était bébé dans un couffin et qu'un serpent l'étouffait, s'enroulait autour de son cou et serrait jusqu'à ce qu'il meure. Elle a appelé ma tante le matin tôt. Elle a dit « Étoile, est-ce que Sébastien il va bien ?» Et Étoile, elle lui dit « Ben oui, il est parti acheter des clopes ce matin. » Et ma grand-mère, elle lui dit « Je crois qu'il va pas bien. Quand il va rentrer, essaye de parler avec lui. Essaye de savoir ce qui va pas. J'ai fait ce rêve. » Et ma tante, elle le prend pas trop au sérieux. Elle dit « Mais c'était qu'un rêve, maman, et tout. Ne fais pas attention, mais oui, tu as raison, je vais parler avec lui au cas où. » Et mon cousin, il est jamais revenu. C'est les gendarmes qui m'ont frappé à la porte de chez ma tante et qui lui ont dit qu'ils l'ont retrouvé pendu à un arbre avec une lettre en bas de l'arbre où il y avait marqué que sa copine de l'époque, avec qui il était en couple depuis de nombreuses années, son seul amour, je crois, de toujours, elle l'avait quitté pour se marier avec un mec de Suisse ou je sais pas quoi. Et je pense que c'était la goutte d'eau, mais je pense que son plus gros événement traumatique, c'était ce qu'on a vécu ensemble quand mon beau-père a essayé de tuer toute la famille à la carabine et qui nous canardait dans la maison et que les balles se plantaient dans les murs. André était un fan de corrida. Il collectionnait les pics des toréadors. On en avait plein au-dessus de l'armoire. Et comme le de l'ironie, je vis à Nîmes maintenant. La ville des massacres. La ville de la corrida. Faut vraiment avoir un pet pour aimer voir des animaux se faire massacrer pendant des heures. Encore les manger pour vivre, ça reste discutable. Mais les torturer pendant des heures, les voir souffrir, faut vraiment être sadique. Faut vraiment être malade dans sa tête, en fait. Après, il y a eu Zach. Enfin, un mec qui se fait appeler Zach, mais en fait, il s'appelle Karim Hichami, à Nîmes. Il venait de Toulon. Lui, il nous a agressés physiquement, moi et ma fille, quand on est arrivé à Nîmes en 2010. C'était un déménageur qui travaillait pour une association à Nîmes, un ancien boxeur. Grand, carré, très dangereux. Donc en fait, quand je suis arrivée à Nîmes, pour fuir mon ex-mari violent d'ailleurs, super, qui m'a menacé de mort,
suis partie avec ma fille à Nîmes, alors que j'étais à Carcassonne. J'avais une voiture sans permis à l'époque, parce que j'ai pas le permis. Je l'ai vendue pour payer le déménagement. Et je suis tombée sur ce déménageur. Enfin, je vais passer l'histoire en accéléré. Mais ce déménageur, il nous a harcelés pendant des semaines. Moi et ma fille, il me suivait quand j'amenais ma fille à l'école. Il a essayé de m'étouffer avec un paquet de Winfield de 30, des clopes. Il m'a jeté contre les meubles, il m'a fait voler dans ma maison. Une autre fois, il a fracturé la porte d'entrée d'un coup d'épaule. Après des heures de négociation et de harcèlement derrière ma porte d'entrée où je ne voulais pas lui ouvrir, il disait à ma fille « Ouvre-moi, je t'ai acheté une Barbie ». Et ma fille, elle voulait ouvrir la porte. Et je lui disais « Non, non, n'ouvre pas, il n'est pas gentil ». Et on était derrière la porte. Il a essayé de négocier comme ça pendant des heures jusqu'à ce qu'il fracasse la porte sur nous. On était derrière. Il m'a fait une déviation de la cloison nasale que vous pouvez voir quand je baisse la tête. Mon nez part comme ça. J'ai fait une hémorragie. Il y avait du sang partout sur le tapis de chez moi. J'en avais plein les mains. C'était un vrai film d'horreur. Et ma fille, elle s'est pris le verrou au niveau du front. Là où j'ai une tache d'ailleurs, comme par hasard. Je ne sais pas d'où sort cette tache. En demi-lune, là, sur le front. Et ma fille, là, elle a une cicatrice. Parce qu'elle aussi, elle était en sang. Et ça faisait des semaines que j'appelais les flics. Ils disaient ouais, vous n'êtes pas allé chez le médecin, il n'y a pas de preuve physique qui vous a agressé. Parce que j'avais rien, à part quelques bleus, j'avais pas de quoi porter plainte, soi-disant. C'était pas assez, je sais pas quoi. Donc j'avais pu faire qu'une main courante contre lui ou je sais pas quoi. Et donc les flics, à chaque fois que je les appelais, comme quoi ils me harcelaient, ils restaient appuyés sur ma sonnette pendant des heures et tout, pendant des semaines, hein, le cirque. Ils en avaient rien à foutre. Et donc ce jour-là, j'ai fait exprès de ne pas m'essuyer, j'étais en sang. Il y avait du sang par terre, il y avait du sang sur mes rideaux blancs en dentelle, parce que j'ai ouvert la fenêtre. Et pile quand il a défaussé la porte, j'ai ouvert la fenêtre en sang et j'ai dit appelez les flics, Karim Hichami m'a agressé et ma fille aussi elle est en sang. Moi j'ai le nez en sang et ma fille elle a le front en sang, appelez les flics. Au cas où ils nous tueraient parce que je croyais que j'allais mourir ce jour-là. Et ma fille, pendant qu'il m'étranglait, parce qu'il a défaussé la porte et après il m'a fait une clé de bras et il m'a traîné sur plusieurs mètres. Elle s'est accrochée à sa jambe et elle lui a mordu le mollet. Elle était toute petite, elle avait 5 ans et demi. Je lui ai fait répéter un schéma traumatique parce que je ne l'avais pas réglé. Elle aussi, elle a vécu un traumatisme à 5 ans et demi comme moi quand j'étais petite. Un homme qui essayait de nous tuer. Ou de nous faire du mal en tout cas. Enfin, qui nous fait du mal. Donc là, les pompiers et les flics sont enfin arrivés. Ils nous ont pris dans la camionnette ou dans l'ambulance, je ne sais plus. Et on a pu enfin porter plainte. Puisque je crois que j'étais ouverte là, je ne sais plus. Mon ex-mari aussi, il était violent. En plus, il avait des maîtresses. 3 fois, il m'a violentée. Une fois, c'était léger. Il m'a juste fait... Il m'a craché un gros molar dans la gueule. J'avais les cheveux longs à l'époque et le gros molar, il a coulé comme ça. Et il m'a dit, je t'encule, sale pute. Quand j'ai divorcé, il m'a harcelé pendant des années. Il voulait me récupérer alors qu'il s'était déjà mis avec une autre femme, Mélanie, avec qui il s'est marié. Et malgré ça, il continuait à me harceler pour me récupérer. Enfin, soi-disant pour me récupérer, mais personne ne va revenir avec un mec qui nous traite comme ça, évidemment. Et mon ex-mari, ouais, une fois, il m'a frappé de toutes ses forces. Et il m'a ouvert là. Et sur la pommette aussi. J'ai une cicatrice, je ne sais plus où. Sur une pommette, sur une paupière aussi. Une paupière et la pommette. Et j'arrivais plus à aligner des mots pendant quelques heures. Je suis allée chez le médecin.
Et il a réussi à comprendre ce que j'avais grâce à ces questions. Et je faisais que oui ou non de la tête. Il a compris que mon ex-mari m'avait frappé. Il m'a dit, je pense que vous avez eu un syndrome de secousse du cerveau comme les bébés secoués. Et il m'a fait un mot pour aller porter plainte. Je l'ai fait. Et il m'a fait faire un IRM cérébral, mais il fallait attendre 3 semaines ou je sais pas quoi pour le faire. Et il n'y avait rien. Mais plus tard, on va me trouver un arachnoïdocèle hypophysaire quand même. C'est le liquide céphalorachidien dans la moelle épinière qui va monter jusqu'au centre du cerveau alors qu'il n'a rien à y faire et qui va entourer l'hypophyse. C'est une sorte de kyste au centre du cerveau. Et je me demande si c'est pas lui qui me l'a fait. Alors je relis ce que j'ai écrit hier pour porter plainte, parce que je vais aller porter plainte aujourd'hui ou bientôt. Aujourd'hui si c'est ouvert, sinon bientôt. Ah oui. Et il y a eu aussi le mec de Toulouse, en 2004, un certain Mohamed, j'avais 22 ans, qui a profité du fait d'une catastrophe dans ma vie qui a fait que du jour au lendemain, j'avais nulle part où aller, qui m'a proposé de m'héberger. Mais j'avais démissionné de la maison de retraite où j'étais auxiliaire de vie, en maison de retraite médicalisée. Et il a profité que comme j'ai démissionné et que j'avais perdu mon nouvel emploi, pendant 4 mois, j'avais pas droit au chômage, j'étais payée que le 5e mois, et j'avais des crédits tous les mois pour mes meubles qui étaient au garde-meubles et tout, et je devais payer le garde-meuble aussi et tout, et j'avais 0 € par mois du coup pendant 4 mois, et je me suis retrouvée accidentellement à la rue, que je le raconte dans une autre vidéo, comment j'ai atterri à la rue. Mais le jour même que j'étais à la rue, il m'a trouvé en train de pleurer, il m'a proposé de m'héberger. Il habitait au Pont des Demoiselles à Toulouse. Et en fait, le deal qu'il m'a pas dit sur le moment, c'était que je devais coucher avec lui tous les jours pour payer le loyer, quoi. Chose que j'ai faite, parce que j'avais pas le choix, je voulais pas être SDF. Et le dernier, c'était à Paris, l'an dernier. Un black que j'avais rencontré sur un site de rencontre. Je sais plus si c'était... Non, c'était sur TikTok. Il est venu m'aborder sur ma chaîne TikTok où j'ai 12 000 presque abonnés. 12 000 abonnés presque. Et en fait, on s'est bien entendu pendant des mois où on faisait des appels vidéo pendant des heures tous les soirs. Et donc, je l'ai invité 4 jours chez moi. Un long week-end où il avait posé un jour de congé, puis il y avait un jour férié ou je sais pas quoi, ça faisait 4 jours de libre. Il est venu chez moi, il s'est bien comporté. Donc on a continué à parler des mois ensemble. Et après, c'est moi qui suis allée chez lui pour plusieurs semaines. Sauf que là, il va me faire vivre un enfer. Et je vais accélérer l'histoire, mais je vais le quitter. Je vais commander mon billet de train qui sera 3 jours après, parce que c'était moins cher. Et pendant 3 jours, je reste encore chez lui. Et pendant ces 3 jours, il m'a pris de force, en fait, sexuellement. Et je lui ai dit, on n'est plus ensemble et je ne suis pas consentante. Et il m'a dit, oui, mais c'est pas grave, t'es ma femme, on finira par se réconcilier. Moi, j'ai envie, alors t'es obligé d'obéir à ton homme. Il venait de Côte d'Ivoire, ce mec. Et je lui ai dit, non, on est en France ici. On est séparés. Si je te dis non, c'est non. Tu n'as pas le droit d'avoir des rapports sexuels si je te dis clairement que je ne suis pas consentante. Oh, arrête tes conneries. Il l'a fait quand même, 2 fois. Voilà toutes les fois où j'ai été abusée sexuellement. Et évidemment, je tombe souvent sur des situations où on abuse de moi, que ce soit professionnellement ou autre, parce que le cerveau va vers les schémas qu'il connaît, qu'il répète, sauf si on arrive à le rééduquer.
mais c'est pas une mince affaire. Hein. Donc je vais enfin aller porter plainte et faire des mains courantes, même si certains sont morts, même si certains je n'ai pas les noms. Je vais faire ce que je peux au commissariat. Je vais commencer aujourd'hui et si... je crois qu'on est férié aujourd'hui, je sais pas. De toute façon, si je peux pas y aller aujourd'hui, je vais y aller bientôt. Mais je vais enfin porter un acte pour me rendre justice. Même si s'il y a prescription, même si certains sont morts, par respect pour moi-même, je vais le faire. C'est un gros cap dans ma vie. Et je fais cette vidéo pour aider toutes les victimes à oser parler. Parce que ces gens-là détruisent des vies. C'est toute la vie qu'une situation, même banale, va être interprétée comme une catastrophe. Par exemple, il y a pas longtemps, j'avais tenté de me remettre avec un ex, mais sauf qu'il n'a pas pensé à se décharger dans les toilettes parce qu'il ne l'avait pas fait depuis longtemps avant de me rentrer dedans, quoi, avant d'avoir un rapport sexuel avec moi. Et sans préliminaire, et il est rentré et puis ça a duré que 4 secondes, quoi. Et là, évidemment, ça a pris des proportions inimaginables. Moi qui ai déjà été victime d'abus plusieurs fois, je lui ai dit, mais t'as pas honte de me prendre pour une poubelle, pour une décharge publique, pour un vide ordure? Tu peux pas faire comme tous les mecs qui l'ont pas fait depuis longtemps et te vider d'abord dans les toilettes afin de me respecter. En plus, sans préliminaire et tout, tu rentres comme ça, tu te vides en 4 secondes. Mais je suis quoi, moi? Je suis une poubelle. Évidemment, parce que l'idée inconsciente qu'on a de manière chronique, qui nous suivra toute notre vie, c'est qu'on est une merde et une poubelle que tout le monde peut abuser. Voilà. Et ça fait des années que je fais du développement personnel pour sortir ces idées-là de ma tête. Et le pire, c'est même pas ça le pire. C'est que ma mère, toute notre vie, elle nous a dit à moi et mes sœurs qu'elle ne nous donnait pas d'affection parce qu'elle avait peur qu'on finisse lesbienne plus tard. Mais en 2016, comme par hasard, juste avant que j'atterrisse en fauteuil roulant, paresthésié des 3/4 du corps, peut-être en état de sidération, je ne sais pas, en parallèle, mais j'avais une inflammation grave de la moelle épinière qui équivaut à une grosse poussée de sclérose en plaques qu'on appelle une myélite cervico-thoracique post-chirurgicale. Mais comme par hasard, c'est arrivé peu après les aveux de ma mère. Ma mère et une partie de ma famille, je les ai invités chez moi en 2016. C'est la dernière fois que je les ai vus, presque pour tous. Non, j'ai revu une fois deux de mes sœurs. Et elle nous a avoué que quand on était bébé, elle se dépêchait de nous changer la couche parce que ça lui réveillait du désir sexuel et qu'elle refoulait ces sentiments-là parce qu'elle avait peur d'elle-même. Et j'ai dit à ma sœur Fanny, j'ai rêvé ou maman nous a avoué qu'elle était elle aussi pédophile? C'est pour ça qu'elle sortait qu'avec des pédos? Et ma sœur, elle me dit, oh mais fais pas attention à ce que dit maman, elle prend des cachets antidépresseurs en même temps qu'elle boit de l'alcool, tu sais, ça fait pas du bien au cerveau. Et j'ai dit, mais je vois pas le rapport en fait. Faut arrêter de lui trouver des excuses à cette femme aussi là. Pourquoi elle lui a toujours trouvé des excuses? Moi je ne trouve plus d'excuses à ces gens-là, je ne leur en cherche pas. Par contre, je sais que quelqu'un qui fait souffrir, c'est qu'il est en souffrance. Et ça m'aide beaucoup. Et j'ai compris aussi depuis que les gens qui abusent des autres personnes, que ce soit psychologiquement ou physiquement, ils sont en souffrance, mais ils ont aussi un handicap, une maladie psychiatrique, qui n'est souvent pas diagnostiquée. Donc ils sont avant tout malades, et ils ont avant tout besoin de soins. Et beaucoup de gens font des thérapies
pour apprendre à supporter des gens qui auraient dû faire des thérapies. Voilà. La dernière partie de mon histoire, les derniers mots, je pense que c'est ceux qui vont aider le plus les victimes. On ne devient pas guérisseur par hasard. J'ai guéri beaucoup de choses en moi, et certains ne sont pas complètement guéris. Quand j'étais en fauteuil roulant, paralysée du thorax, des jambes et de la mâchoire, j'avais une paralysie flasque. Je ne sentais plus quand j'avais besoin d'aller aux toilettes, alors je me faisais dessus. J'avais plus de force dans les bras et dans les jambes, et j'arrivais à peine à soulever un paquet de chips. Mes doigts fonctionnaient encore assez pour taper au clavier. C'est là que j'ai étudié la naturopathie, l'aromathérapie, les secrets des kabbalistes, des bouddhistes, des taoïstes, la supraconscience, la magie verte. Tout y est passé pour essayer de me sortir de ce putain de fauteuil roulant. J'ai tout fait, j'ai invoqué l'archange Michael, je sais pas quoi, j'ai fait plein de trucs, j'ai tout essayé. Et j'ai fini par réussir à me sortir de cette merde dans laquelle j'étais. Mais ma vie n'a été que combat. Je ne connais pas la paix. Je ne connais pas ce que c'est d'avoir une vie sans traumatisme. Et je crois qu'inconsciemment, tout ça est lié à ma naissance. Parce qu'à ma naissance, déjà, j'ai frôlé la mort et on m'a ressuscité. Donc inconsciemment, toute ma vie, je vais répéter le schéma où j'échappe de peu à la mort. D'ailleurs, je fais des allergies chroniques. J'échappe régulièrement de peu à la mort. Parce que le cerveau, il va toujours vers les schémas qu'il connaît. Et je vous dis tout ça parce que je sais que ça peut aider des millions de personnes. Alors n'hésitez pas à partager. Si vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'abus ou que vous suspectez qu'il a été victime d'abus parce qu'il a une hypo ou une hypersexualisation, ou parce qu'il parle trop cru sexuellement, ou parce qu'il interprète mal, il extrapole certaines situations, il catastrophisme. Le catastrophisme, c'est le signe souvent d'un abus sexuel dans le passé. Les gens qui font un drame de tout. Si vous reconnaissez ce genre de profil, même si vous vous trompez et qu'ils n'ont pas été abusés, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Ça ne peut que les aider. Je vous encourage à verbaliser. Je vous encourage à porter plainte ou à faire des mains courantes, peu importe. Quelque chose qui symbolise que vous vous respectez. Et que vous vous aimez, surtout. Et sachez que peu importe comment on vous a traité, vous avez droit au bonheur. Et vous avez droit d'être aimé. Et vous êtes assez. Surtout, vous êtes assez. Parce que je sais que souvent, je fais des vidéos où j'explique comment mieux se comporter, etc. Comme si les gens n'étaient pas assez. Parce que je crois moi-même que je ne suis pas assez. À cause de tout ce qui m'est arrivé. Bonne fin de semaine à tous.